Je n'avais jamais vu un cadavre comme ça. Je ne voulais pas y croire. Est-ce qu'elle a vraiment sauté ou est-ce qu'on l'a poussée? Une série de morts mystérieuses qui semblent toutes s'inspirer des préceptes d'un médecin à la réputation sulfureuse. On l'accusait d'avoir recours à des pratiques occultes. Certains pensent que la capuche est faite pour étouffer les patients. C'est on ne peut plus faux. Ces gens n'avaient aucun sens moral. Une organisation secrète qui, pour les autorités, serait responsable de centaines de morts. Il s'agissait d'une organisation assez conséquente qui opérait dans l'ombre. Pour Vanity Fair, le journaliste Ron Rosenbaum a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Docteur la mort ». Le voici en images. C'est une belle journée ensoleillée à Phoenix, dans l'Arizona. Pour Jana Van Voorhis, 58 ans, ce sera aussi la toute dernière. La famille de Jana Van Voorhis est assez influente dans la région. Son grand-père et son grand-oncle étaient à la tête d'un des plus gros journaux de l'Arizona. La mère de Jana, Marianne, est décédée il y a tout juste 9 mois, en lui léguant une grande partie de la fortune familiale. Jana était très proche de sa mère. Ça a été une immense perte pour elle. Jana était quelqu'un de très gentil. Elle aimait passer du temps en famille. Elle vivait seule et se rendait très régulièrement à l'église. Quasiment toute sa vie, elle a souffert de troubles mentaux. Mais elle vivait très bien. Elle avait un jardinier à son service, une femme de ménage, quelqu'un s'occupait de ses factures. Elle était bien entourée. Vicky, la sœur de Jana, est quelqu'un de formidable. C'est vraiment une femme adorable. Et son mari, Tom, est un vrai gentleman. Lui aussi est un homme délicieux et ils étaient très proches de Jana. Le vendredi 13 avril, le téléphone sonne chez Vicky. Elle décroche et la personne au bout du fil, qui est une femme, lui dit qu'elle fait partie de la même église que Jana, mais refuse de donner son nom. Vicky n'a pas reconnu la voix. La femme en question lui a conseillé d'aller voir Jana parce qu'elle avait l'impression qu'elle ne se sentait pas bien. Alors Tom est venu avec elle et ils sont tout de suite partis chez sa sœur. Lorsqu'ils arrivent sur place, Vicky, ébranlée par l'étrange coup de fil, ne perd pas une minute et entre dans la maison sans frapper. Tom se lance immédiatement à la recherche de sa belle-sœur. Il l'appelle « Jana, Jana, tu es là ?» Pas de réponse. Et puis, quand il entre dans sa chambre, il la trouve couchée dans son lit, la couverture remontée jusqu'à la poitrine. Ses cheveux étalés sur l'oreiller. Elle est morte depuis 3 jours. Alors c'est un peu difficile de la voir comme ça. Ils ont trouvé des comprimés dans la chambre, alors au départ ils ont cru qu'elle s'était suicidée. C'était l'explication la plus logique, mais ils n'étaient quand même pas convaincus. Ils ont tout de suite contacté la police de Phoenix. Le médecin légiste a conclu qu'elle était morte de cause naturelle, suite à une défaillance cardiaque apparemment. Sa mort soudaine est un coup dur pour sa famille. 9 jours plus tard, elle est inhumée dans le plus vieux cimetière de la ville aux côtés de sa mère. En mettant de l'ordre dans ses affaires, ils sont tombés sur des papiers qui leur ont paru un peu bizarres. Quelques mois auparavant, elle était devenue membre d'une nouvelle église. C'était quelqu'un de très pieux, mais ce n'était pas la seule raison. Jana en pinçait pour le pasteur. Quelques semaines avant sa mort, elle avait fait modifier son testament pour faire en sorte que ce soit lui qui hérite de l'essentiel de sa fortune. Vicky et Tom ont trouvé ça bizarre.
Alors, ils ont demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Sur les photos, ce qui me frappait, c'était la position très particulière du corps. Si vous regardez les clichés, vous verrez qu'elle est parfaitement bordée dans son lit, avec les paumes des mains tournées vers le bas. Je n'avais jamais, vraiment jamais vu un cadavre comme ça. Parfaitement coiffé, parfaitement bordé dans son lit. Pour Lois Weiss, inspecteur à la criminelle depuis 13 ans, il pourrait s'agir d'une mise en scène. Mais de la part de qui? Et pourquoi? Un an plus tard, à 3000 km de là, un autre inspecteur va être amené à se poser les mêmes questions. En quelques minutes, les premiers secours sont sur place et constatent le décès de John Selmer, 58 ans, un habitant de Cummings, en Géorgie. Selon les premières estimations, sa mort remonterait à une douzaine d'heures. C'est la femme de John, Sue, qui a découvert le corps. Elle a supposé qu'il était mort dans son sommeil puisqu'elle l'a trouvé dans son lit. Tout semblait parfaitement naturel. C'est en triant les documents de John sur son ordinateur qu'elle est tombée sur une facture pour l'achat de 2 bouteilles d'hélium. Elle n'avait pas aperçu de bonbonnes d'hélium dans la maison, ne voyait pas pourquoi il les aurait achetées. Elle a trouvé ça bizarre, alors elle a cherché à en savoir davantage. On ne se doutait pas une seconde de ce qu'on allait découvrir. Dans son agenda, John avait noté qu'il avait rendez-vous avec Claire. Qui était cette Claire? Sa femme n'en avait jamais entendu parler. John avait pris rendez-vous avec une inconnue tout juste un mois avant sa mort. La police retrouve rapidement le numéro de Claire Blair. On sentait que si on la contactait nous-mêmes, on n'obtiendrait pas de réponse franche. Alors on a demandé au beau-fils de John, Paul, de l'appeler et on a enregistré la conversation. I just have some questions. Did you talk to him that evening? I was there. You were there with him? I was. We went upstairs and did what he asked us to do. And what was that? Oh, I can't tell you that. Paul est décontenancé par cette étrange conversation. En effet, Claire reconnaît qu'elle était présente lors de la mort de son beau-père, mais refuse de lui dire pourquoi. Et puis, on a reçu le rapport du légiste. Il s'agissait en fait d'un homicide. La famille est sous le choc. Les enquêteurs sont sur le point de découvrir que Claire fait en réalité partie d'une organisation secrète impliquée dans la mort de plus de 200 personnes. On savait encore très peu de choses, mais on avait l'impression qu'il s'agissait d'une organisation assez conséquente qui opérait dans l'ombre, de façon totalement clandestine. Et bien entendu, ça nous a immédiatement alertés. Mitchell Posey, inspecteur au Georgia Bureau of Investigation, enquête sur un décès pour le moins mystérieux. Il décide de demander de l'aide aux autres services de police criminelle du pays et leur communique les éléments de l'affaire. Lois Weiss, inspectrice dans l'Arizona, est frappée par les similitudes avec la mort tout aussi étrange de Jana Van Voorhis. En me penchant sur les photos de John Selmer, j'ai aussi eu l'impression d'une mise en scène. Lui aussi couché dans son lit. Ça m'a donné la nausée. Il y avait énormément d'éléments en commun. Les deux affaires pourraient-elles être liées? Mais comment et pourquoi? Posey décide d'enquêter sur la mystérieuse femme qui affirme avoir été au chevet de John Selmer au moment de sa mort. À sa grande surprise, il apprend qu'elle fait partie d'un réseau national dont l'existence est tenue secrète. Ils opéraient dans le secret le plus absolu. On ne savait rien de ce qu'ils faisaient, ni de leur façon de procéder. C'était des opérations clandestines, furtives. Ça en était troublant.
Pendant ce temps, à Phoenix, Lois Weiss, qui épluche les factures de téléphone de la défunte, tombe elle aussi sur le numéro d'un membre de l'organisation. Elle part l'interroger sur Jana Van Voorhis. Mon coéquipier et moi, nous sommes allés chez lui. On a décliné nos identités, on l'a informé qu'on avait un mandat de perquisition, et je me souviens lui avoir dit qu'il allait devoir se mettre à table. L'homme leur tend alors un étrange document. Un manuel de 90 pages expliquant en détail comment organiser ce qu'ils appellent des décès programmés, tout en évitant d'éveiller les soupçons. Le manuel qu'on a découvert chez lui précisait qu'il fallait apprendre à bien connaître la personne, savoir si elle avait un système d'alarme ou de la famille qui pouvait compliquer la procédure, voire carrément l'empêcher. Le manuel était très clair sur plusieurs points. Il fallait qu'ils s'organisent pour pouvoir aller et venir sans être remarqués, qu'ils puissent se garer dans le garage pour que les voisins ne les voient pas. Il expliquait aussi comment procéder pour faire disparaître toute trace de leur passage. On leur conseillait même de porter des gants en latex pour éviter de laisser des empreintes digitales au cas où il y aurait une enquête de police. Les enquêteurs seraient-ils tombés sans le savoir sur une secte meurtrière? Les méthodes de l'organisation ne sont pas sans rappeler une affaire qui avait défrayé la chronique plus de 25 ans auparavant. « 4 juin 1990. La police reçoit un coup de fil l'informant qu'une femme vient d'être retrouvée morte dans un camping en banlieue de Détroit. Selon l'homme au téléphone, il s'agit d'une certaine Janet Atkins, 54 ans. Mon père a appelé pour nous annoncer que notre mère était morte. J'ai lâché le téléphone. Je ne voulais pas y croire. Ma mère était quelqu'un d'extraordinaire. Avec mon frère, on s'est effondré en larmes. Janet et son mari Ron se rencontrent à l'occasion d'un stage de musique alors qu'ils sont adolescents. Après notre mariage en 1955, j'ai été déployé en France dans l'orchestre militaire de la 76e. Le point positif, c'est que ma femme Janet pouvait venir avec moi. Janet Atkins était une musicienne de talent. Elle était en excellente forme physique. Elle avait même fait du tennis en compétition. Les Atkins élèvent leurs 3 fils dans la banlieue de Portland, sur la côte pacifique. Il se passait toujours quelque chose à la maison, entre les scouts, les cours de musique, de piano. Je me réveillais et je trouvais mes parents en train de jouer du piano et de la flûte. Et puis tout à coup, en 1986, Janet remarque qu'elle a de temps en temps des difficultés à lire ses partitions. Elle est allée voir un ophtalmologiste qui n'a rien trouvé. Alors, j'ai réussi à la convaincre de faire un examen de santé plus complet. Le diagnostic tombe. À 54 ans, Janet est atteinte de la maladie d'Alzheimer dont elle présente les premiers symptômes. Ça nous a fait l'effet d'une bombe. Pour ma mère, qui était si active, c'était comme un arrêt de mort. Ça les a obligés à envisager l'avenir d'une façon nouvelle. Et ça a été très difficile pour eux deux. Elle n'avait même pas 55 ans. Elle était effondrée d'apprendre ça. Toute la famille l'était. Ron Atkins était prêt à tout pour aider sa femme. Ils y ont réfléchi à deux et ils ont opté pour une solution inhabituelle. Un choix qui va déclencher une enquête de police et provoquer une vive polémique autour d'un tueur qui, malgré ses aveux, reste intouchable. Le corps sans vie de Janet Atkins a été retrouvé dans un minibus garé dans un camping au nord de Détroit. Lorsque la police interroge son mari, Ron, il avoue avoir su à l'avance que sa femme allait mourir. Il explique que tout a commencé lorsque son épouse et lui ont entendu parler d'un médecin aux idées très controversées. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient d'abord entendu parler du docteur Kevorkian dans un talk-show à la télévision. Le docteur Jack Kevorkian était plein de contradictions. Ça ne lui faisait pas peur qu'on le traite de sorcier, qu'on l'accuse de pratiques occultes.
Il a eu le courage de faire des choix médicaux controversés à l'heure où d'autres médecins plus conventionnels les fuyaient. Médecin légiste de formation, Kevorkian est à la recherche d'un cas d'étude. Il aimerait pouvoir assister un patient qui souhaite mourir. I don't like the word suicide because this is different than suicide. The aim of suicide, as a rule, is just to end a life. For somebody who's depressed or upset, the aim of this is different. I know it's a hairline difference. The aim of this is to terminate unbearable suffering. Elle m'a dit, Ron, appelle-le. On s'est ensuite parlé à plusieurs reprises. La maladie d'Alzheimer prive peu à peu Janet de ses facultés mentales. Elle aimerait pouvoir reprendre un peu le contrôle de sa vie en organisant sa mort. Je lui ai demandé, je l'ai supplié de ne pas faire ça. Je suis croyant et je considère que ce n'est pas à nous de décider quand et comment on doit mourir. Un an après le diagnostic, Ron, Janet et sa meilleure amie Carol Remke partent à Détroit rencontrer le docteur Kevorkian. J'avais du mal à croire que ma mère veuille mourir comme ça. C'est quand on est arrivé à l'aéroport que j'ai pris la mesure de ce qui allait se passer. Alors je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit que je l'aimais et elle m'a répondu « Je te souhaite une très belle vie ». Ron et Janet Atkins ont rendez-vous avec le docteur Kevorkian dans un hôtel, le Red Roof Inn, en banlieue de Détroit. Kevorkian avait compris, presque intuitivement, qu'il valait mieux qu'ils gardent une trace de leurs échanges. First, I want to introduce Mr. Ron Atkins, who's the husband of the patient. How do you do? And this is my wife, Janet. S'il avait vu que mentalement, elle n'était pas en mesure de prendre la décision, il ne l'aurait pas aidée. Do you want to go on? No, I don't want to go on. C'est très émouvant. Il lui demande si elle est sûre de savoir ce qu'elle fait. Elle le sait très bien, mais il lui faut d'abord tout de même un moment pour dire « Oui, c'est ce que je veux ». Et lui, il lui répond « Ce n'est pas suffisant ». What is the word for the end of life? What happens when you stop living? What's it called? You're dead. All right. Is that what you wish? Yes. Kevorkian tente alors de trouver un lieu où Janet pourra finir tranquillement ses jours. Il essuie des refus de la part d'une maison funéraire, d'un hôpital, d'un motel et même d'une ambulance. Au bout du compte, il s'est dit « Bon, on va faire ça dans mon minibus tout rouillé ». Il a trouvé un camping qui acceptait les camping-cars et qui fournissait une alimentation électrique suffisante. Et il y a garé son van. Ron ne les avait pas accompagnés. Janet ne voulait pas qu'il assiste à ça. C'était sinistre comme journée. On était assis avec Carol dans le hall de l'hôtel en attendant que Kevorkian nous appelle. En utilisant des pièces qu'il a trouvées dans un vide-grenier, Kevorkian a fabriqué une machine à se suicider qu'il a baptisée le Thanatron, du grec Thanos, qui signifie mort. Le Thanatron faisait froid dans le dos. Il était constitué d'une potence à laquelle étaient fixées 3 poches. La première contenait du sérum physiologique, la seconde un anesthésique, et la troisième, celle qui causait la mort, du chlorure de potassium, un poison qui provoque un arrêt cardiaque. Le même produit chimique qui est utilisé dans plusieurs États américains pour exécuter les condamnés à mort. Kevorkian est à la limite de la légalité, mais il insiste sur une chose. Il ne fait qu'assister le patient qui souhaite mourir en lui fournissant la machine. Ce n'est pas lui qui administre le sérum mortel, mais le patient lui-même. Il suffisait à Janet d'être perfusée et d'appuyer sur un bouton. Kevorkian nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient pris du retard. Derrière lui, j'entendais Janet me dire « Je t'aime, Ron ». Ça a été très dur. À 14h30, tout est enfin prêt. Quand elle a appuyé sur le bouton, ses derniers mots ont été « Merci, merci ».
et il lui a répondu « Faites bon voyage ». Suite au suicide de ma mère, notre famille a périclité. Chacun est parti de son côté. Je suis convaincu que si elle avait vécu, elle aurait pu prendre mes enfants sur ses genoux. Elle n'aurait pas su qui c'était, mais ça nous aurait donné le temps de faire notre deuil. Quand quelqu'un se suicide, c'est beaucoup plus dur. Je ne l'ai jamais regretté un instant. J'ai juste fait ce que Janet souhaitait. Pour moi, nous n'avons rien fait de mal. Elle voulait qu'on l'aide et on l'a aidée. Kevorkian informe la police de l'endroit où se trouve le corps. A Michigan doctor admits that he helped a woman with Alzheimer's disease commit suicide, but he insists that he did nothing illegal, nothing wrong. Mais la police n'est pas de cet avis. Kevorkian est inculpé de meurtre. Les médias s'emparent de l'affaire et le surnomment « Docteur la mort ». Le juge a décidé que l'inculpation était injustifiée et que Jack Kevorkian n'avait pas à comparaître. Le suicide assisté n'était pas un délit dans l'État du Michigan. Au cours des 7 années suivantes, Kevorkian se retrouvera à 4 reprises devant les tribunaux pour avoir illégalement aidé des patients à mourir. Il sera acquitté à 3 reprises. Le dernier procès sera annulé pour vice de forme. This is something that's got to be addressed by the medical profession, and I'm not going to commit wholesale suicides. D'une certaine manière, Kevorkian était en avance sur son temps. Les gens se tournaient vers lui parce qu'ils souffraient, mais il leur conseillait avant tout de suivre un traitement, où il essayait de les convaincre d'attendre encore un peu. Il n'essayait pas par tous les moyens de leur présenter le suicide comme une solution alléchante. Il ne s'occupait que des gens qui n'avaient pas d'autres options. Jusqu'à ce qu'il finisse par franchir le seuil qui sépare le suicide assisté de l'euthanasie, en administrant lui-même le sérum à un patient en phase terminale. Il clame que ce dernier était dans l'incapacité physique de s'injecter la solution mortelle. The man nicknamed Dr. Death is accused of killing 52-year-old Thomas Yauk, who suffered from Lou Gehrig's disease. His death was taped and aired on CBS's 60 Minutes. Prosecutors say it shows Kevorkian committing murder under Michigan law. Kevorkian hopes jurors will see that he was trying to end Yauk's pain. Cette fois, Kevorkian est inculpé et condamné pour homicide volontaire sans préméditation. Il passera 8 ans en prison avant d'être libéré pour bonne conduite le 1er juin 2007. Mais c'est en s'appuyant sur sa philosophie, permettre aux patients atteints d'une maladie incurable de mettre volontairement fin à leur jour, que va naître une organisation clandestine qui pourrait pousser le concept de suicide assisté beaucoup plus loin. La dernière sortie est là pour apporter une aide aux personnes qui ont désespérément besoin de mettre fin à leur jour. La dernière sortie tire son nom du best-seller publié en 1991 par Derek Humphrey, un des tout premiers défenseurs du suicide médicalement assisté. Les 3000 membres du réseau défendent le droit de chacun à mourir dans la dignité. Il faut que le patient soit atteint d'une maladie à la fois intolérable et incurable. Il ne peut pas en guérir. S'il y a des chances que sa santé s'améliore, on lui explique qu'on ne peut rien faire pour lui. En 2008, John Selmer, 58 ans, contacte la dernière sortie et transmet son dossier médical à Lawrence Egbert, son directeur. On m'a surnommé le second Jack Kevorkian. J'en suis plutôt fier. On a œuvré dans le même domaine. John Selmer était un gros fumeur. Il adorait la cigarette. Il avait un cancer de la langue qui s'était étendu à la joue. Les médecins lui avaient retiré la tumeur, mais à la place, il avait un trou béant dans la mâchoire. Quand il mangeait, la nourriture passait sans arrêt à travers. C'était vraiment pas une vie. John ne peut plus manger ou même parler normalement. La douleur est intolérable. Il explique au docteur Egbert qu'il ne se voit pas continuer à vivre comme ça. Ce dernier approuve alors son dossier et accède à sa requête, que sa femme ne soit pas mise au courant.
C'est Claire Blair qui est chargée d'être son guide vers la sortie. Les guides vers la sortie fournissent toutes les informations nécessaires aux patients, leur expliquent comment ça va se passer, ils peuvent même réaliser des tests si nécessaire. Si besoin, les guides peuvent aussi être présents au moment du décès. À 22h ce soir-là, 2 guides se présentent chez John Selmer. L'un d'entre eux, Ted Goodwin, le rencontre pour la première fois. Ted Goodwin était le guide en chef présent lors de la mort de John Selmer. C'était aussi le président de la dernière sortie. À 23h30, John Selmer a cessé de vivre. 9 jours plus tard, Mitchell Posey découvre l'existence d'un lien avec la dernière sortie et arrive à la conclusion que les méthodes de Goodwin dépassent largement le cadre du suicide assisté. On ne peut pas fermer les yeux sur des meurtres qui restent impunis. Mitchell Posey, agent du GBI, le Georgia Bureau of Investigation, est chargé d'enquêter sur la mort de John Selmer. Le médecin légiste a conclu un homicide. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pour tenter de comprendre les méthodes de la dernière sortie, il demande au beau-fils du défunt, Paul, la permission d'enregistrer une conversation téléphonique entre ce dernier et Ted Goodwin, le guide présent au moment des faits. I'm just wondering, how did he die? Well, he did not want to die. Hooked up in a hospital to tubes. He was going to do it with or without us. Le réseau demande aux patients dont le dossier a été accepté de faire l'acquisition de 2 bouteilles d'hélium. L'inhalation du gaz entraîne une perte rapide de connaissance. L'hélium tue d'abord le cerveau, et puis le cœur à son tour s'arrête. He had bought 2 tanks of helium. He bought a hood that goes over your head. It's clear plastic. La personne doit acheter le matériel elle-même, une bouteille d'hélium, la capuche, tout l'appareillage nécessaire au suicide. C'est le règlement. You put the hood over your head and you are breathing pure helium. Certains pensent que la capuche est faite pour étouffer les patients. C'est on ne peut plus faux. On se sent parfaitement normal et puis tout à coup, rideau. L'hélium entraîne une mort rapide et sans douleur. C'est un gaz incolore, inodore. Alors, c'est vraiment l'idéal dans ce genre de cas. And he's sitting there squeezing our hand and smiling. And then all of a sudden he had sort of a fixed gaze in his eye and he was no longer there. Posey n'en croit pas ses oreilles. Il est désormais convaincu que Ted Goodwin est bien plus qu'un simple observateur. Mais il va devoir trouver les éléments qui le prouvent. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ces gens soient traduits devant la justice. Il décide alors de lui tendre un piège. Un policier, travaillant sous couverture, se fait passer pour un patient atteint d'une maladie incurable, un cancer du pancréas. Il fait appel à la dernière sortie pour l'aider à abréger ses souffrances. L'organisation nous a demandé de lui faire parvenir son dossier médical. Le comité d'experts qui l'a examiné n'était composé que d'une seule personne, le docteur Egbert. On se targue de faire les choses sérieusement. On prend le temps de vérifier que la personne a soigneusement réfléchi à la question et qu'elle est bien sûre de comprendre ce qui va se passer. Le docteur Egbert approuve la demande du faux patient en se basant uniquement sur son dossier médical. C'est Ted Goodwin qui est chargé d'être son guide. Le 25 février 2009, Ted a rendu visite à notre agent infiltré, le faux patient, pour discuter des détails de la sortie qui se préparait. Ted met ensuite le policier en garde. Il est difficile de prévoir la réaction qu'aura le corps au moment de l'inhalation de l'hélium.
Le policier a alors demandé à Ted de lui montrer précisément ce qu'il comptait faire. I'm just wondering how would you hold my hands down if I were having involuntary spasms? Like that. You can do it. I can do that. Yeah, trust me. On a considéré qu'en lui tenant les bras, il privait la personne de son droit de changer d'avis. Le guide considère le fait de tenir les bras du patient comme un geste de compassion. Pour les autorités, il s'agit d'un homicide. La police intervient et procède à son arrestation. À aucun moment, le patient ne pouvait changer d'avis. Et c'était pour nous un problème très grave. Personne au sein de la dernière sortie n'a jamais dit que le patient ne pouvait pas changer d'avis. Ce serait un meurtre. Cette théorie selon laquelle, si le patient décidait tout à coup de tout arrêter, Ted ou n'importe quel autre guide devait lui tenir les mains pour l'en empêcher, c'est complètement absurde. Goodwin walked out of the Forsyth County Jail with little to say. He's the president of the Final Exit Network. La police procède aux arrestations de Ted Goodwin, mais aussi de Claire Blair, qui l'a aidé à tenir les mains de John Selmer au moment de son décès, et du Dr Egbert. J'ai vu 4 hommes débarquer, l'arme au poing, avec des boucliers anti-balles, en criant à plein poumon « Vous êtes en état d'arrestation ». It's been a trying week for 81-year-old Dr. Lawrence Egbert, charged and arrested on Wednesday with helping a Georgia man kill himself. Cette opération a été un fiasco total. Eux qui pensaient démanteler tout le réseau en une journée. Avant même que l'affaire ne passe devant la justice, la Cour suprême de Géorgie annonce que la dernière sortie ne pourra pas être poursuivie, ses activités étant protégées par la Constitution américaine. La Cour suprême de l'État a décidé que les activités de la dernière sortie, qui consistaient à partager des informations sur les manières de se suicider, étaient protégées par le premier amendement à la Constitution. Les poursuites contre la dernière sortie et tous les guides ont dû être abandonnées. Certains continuent pourtant de penser que leurs activités sont loin d'être un droit constitutionnel. À 3000 km de là, en Arizona, Lois Weiss s'interroge. Les actions de l'organisation sont-elles vraiment motivées par la compassion? Ou bien cachent-elles au contraire des mobiles plus sombres? C'était le principe. J'avais le sentiment que ces gens n'avaient aucun sens moral. Elle veut s'assurer qu'il n'existe aucun lien entre les modifications de dernière minute que Jana Van Voorhis a apportées à son testament et sa mort soudaine. Jana avait légué une somme d'argent assez importante à son église et à son pasteur en particulier. On voulait juste vérifier que la personne qui allait bénéficier de cet argent n'était pas affiliée ou en relation d'une manière ou d'une autre avec la dernière sortie. Le pasteur, qui devait en être le bénéficiaire, a refusé l'argent. Il n'y avait aucun lien, absolument aucune connexion entre lui et la dernière sortie. La nuit où Jana Van Voorhis décède, ses guides ont laissé leur véhicule dans son garage, comme le préconise le manuel, et ce afin d'éviter d'éveiller les soupçons du voisinage et les éventuelles poursuites. Ils ont attendu qu'il fasse nuit pour venir chez Jana en toute discrétion. Ils sont présents lorsque Jana place la capuche sur sa tête et ouvre la bouteille d'hélium. Ils ont attendu un moment, entre 10 et 15 minutes. Et puis sa respiration s'est faite plus courte et ils l'ont vue rendre son dernier souffle. Puis ils ont placé le corps dans le lit pour donner l'impression d'une mort naturelle. Ils ont étalé ses cheveux sur l'oreiller. Ils ont aussi débranché la bouteille qu'ils ont placée dans un sac poubelle pendant qu'ils mettaient la capuche dans un autre. Ils ont ensuite jeté toutes les preuves dans 2 bennes industrielles différentes. C'était particulièrement louche. Personne n'aurait jamais su ce qui s'était réellement passé s'ils n'avaient pas commis une erreur capitale. Ce n'est qu'une fois sortis du garage qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié la note qui expliquait les raisons du suicide et qu'ils étaient censés déposer chez les voisins. Ça fait partie de leur méthode. Il faut que quelqu'un trouve le corps et que ça ait l'air d'un suicide. Ce qui me choque, ce sont leurs manières de procéder. C'est vraiment sordide. Ils demandent au guide d'être très prudent, d'éviter d'éveiller les soupçons de la police.
Les guides sont déjà à l'extérieur et ne peuvent plus retourner chercher la note. Ils sont alors obligés d'appeler Vicky, la sœur de Jana, pour s'assurer que le corps soit rapidement découvert. La police a découvert que le coup de fil avait été passé depuis un téléphone appartenant à un des guides de la dernière sortie. Les enquêteurs ayant établi un lien entre la mort de Jana et l'organisation, sa famille exige de savoir de quelle maladie incurable la défunte souffrait. Dans son dossier de candidature, elle déclarait qu'elle avait un cancer, mais aussi qu'elle avait ingéré de la mort au rat. Elle était persuadée de souffrir de plusieurs infections sanguines. Elle évoquait une foule de problèmes de santé graves dont elle ne souffrait pas du tout. Physiquement, elle n'était pas du tout malade. Elle n'avait pas de maladie incurable. Elle n'était pas mourante. Le docteur Lawrence Egbert approuve son dossier sans jamais discuter de son état de santé avec ses médecins ou sa famille. Jana Van Voris ne voulait pas qu'on contacte sa famille parce qu'elle savait très bien que sa sœur s'y opposerait. Elle savait ce qui se passerait. Elle retournerait en hôpital psychiatrique. Elle était déjà passée par là, elle connaissait par cœur et elle ne voulait pas y retourner. Depuis toute jeune, Jana parlait de se suicider. Sa famille, ses amis avaient toujours considéré ça comme un appel à l'aide. Mais je crois que le décès de sa mère, 9 mois auparavant, l'avait profondément affectée. J'ai estimé qu'elle y avait suffisamment réfléchi et qu'elle savait ce qu'elle faisait. C'est ce qui m'a décidé à approuver son dossier. Sachant qu'elle était fragile mentalement, je suis obligée de me poser la question, est-ce qu'elle a vraiment sauté ou est-ce qu'on l'a poussée? Jana Van Voris a mis fin à ses jours avec l'aide de la dernière sortie, un réseau d'aide au suicide. Sa famille, sous le choc, crie au meurtre. Jana n'était en effet atteinte d'aucune maladie incurable. 4 ans après sa mort, le docteur Lawrence Egbert, le médecin qui a approuvé sa demande, et un des guides présents ce soir-là comparaissent devant la justice. Ils sont inculpés d'homicide involontaire pour avoir sciemment aidé une personne à se suicider. Le rôle du jury était de décider si oui ou non les 2 accusés avaient aidé Jana à se suicider. Aucune information sur la santé mentale ou physique de Jana n'avait été autorisée pendant le procès. Selon la législation de l'État d'Arizona, si vous avez aidé quelqu'un à se suicider, vous avez commis un crime. Si vous ne l'avez pas aidé, vous êtes innocent. Ça ne fait aucune différence que la personne soit malade, mourante ou en pleine possession de ses moyens. Après 2 semaines de procès, le jury rend son verdict. Le docteur Egbert est acquitté. Ça a surtout été dur pour Vicky. C'était sa petite sœur. Vicky continue de penser que si la dernière sortie n'était pas intervenue, elle serait toujours en vie. Quant au guide, le jury se montre incapable de rendre un verdict unanime. Il a plaidé coupable pour un autre chef d'accusation et il a été condamné à payer une amende qui était, je crois, de $260. Thomas, le beau-frère de Jana, a écrit un courrier au juge en lui faisant remarquer que c'était la somme qu'il aurait eu à débourser s'il avait été pris en train de piquer un pack de bière dans une épicerie. Cette affaire a tout de même eu des répercussions positives. La dernière sortie a déclaré qu'elle ne travaillerait plus avec des gens atteints de troubles mentaux, qu'elle n'interviendrait désormais plus que dans les cas où la famille était d'accord. Aujourd'hui, on contacte obligatoirement la famille proche pour la mettre au courant. On s'est rendu compte que c'était plus humain de procéder comme ça. Bien qu'il milite pour le droit des patients à abréger leur souffrance, le docteur Jack Kevorkian condamne les méthodes de la dernière sortie. I don't approve of the methods, such methods of suicide. Putting a bag over the head in the first place is undignified. No one will doubt that.
It's unsure. Pour Kerkovian, c'était avant tout une question médicale. On ne pouvait pas laisser n'importe qui dire aux gens de se mettre un sac en plastique sur la tête pour se suicider. Atteint d'un cancer du foie, Jack Kevorkian choisira pour sa part de ne pas précipiter sa propre mort. Il mourra naturellement des suites de la maladie en 2011. Il aura cependant vécu assez longtemps pour voir l'Oregon et l'État de Washington adopter des lois légalisant et encadrant le suicide assisté. Aujourd'hui, des lois de ce type existent aussi au Montana, dans le Vermont et en Californie. J'ai énormément de compassion pour les gens atteints d'une maladie incurable et je comprends qu'ils veuillent mourir tranquillement et dans la dignité. Mais je pense sincèrement qu'en enquêtant sur ces affaires, on a malheureusement ouvert une boîte de Pandore. Personne ne veut penser à la mort, mais il le faut. Kevorkian a été le premier à pointer du doigt les zones d'ombre qui entourent le sujet dans notre société.